Adja 2022 pour figurer parmi les 3000 candidats. Il faut compter avec les quotas fixés par l'Arabie Saoudite. Précision à suivre dans cette édition. Les experts se sont retrouvés à Cotonou avec les acteurs de l'écosystème numérique du Bénin pour se pencher sur la révision des lois dans le secteur du numérique. Le point également à suivre. Et puis en interactualité, la Russie annonce l'installation de nouvelles bases militaires sur son flanc ouest, alors que la Finlande et la Suède ont officiellement demandé leur adhésion à l'OTAN. Détails à suivre également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur Speedline Télévision. C'est le 13h. Les tests qui régissent l'économie numérique dans l'espace sous-régional en 10 ans déjà. Et dans ce contexte où les technologies numériques évoluent et très vite, la CEDEAO et l'UEMOA ont entrepris donc la révision des lois dans le secteur. Les experts se sont retrouvés à Cotonou pour s'y pencher avec les acteurs de l'écosystème béninois. Reportage avec Romaric Doussa. En vue d'harmoniser les règles relatives aux communications électroniques, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a procédé à l'élaboration d'un nouveau cadre législatif et réglementaire devant régir le secteur de l'économie numérique en Afrique de l'Ouest. Cette étude réalisée conjointement avec la Commission de la CEDEAO a été financée par l'Union européenne. Les avancées technologiques, traduites par un développement rapide de l'économie numérique, ont profondément transformé les activités économiques et sociales des utilisateurs des produits et services de communication électronique et fait émerger de nouveaux comportements. Au regard de toutes ces nouveautés, il convient de reconnaître que les textes communautaires actuels ne sont plus adaptés à régir le cadre de l'économie numérique dans notre sous-région. Alors, dans l'ancien texte, on leur dit qu'il faut leur offrir une cabine téléphonique. Je pense que tous ceux qui ont 20 ans se posent la question de savoir ce qu'on appelle une cabine téléphonique. Dans le nouveau test, on dit qu'on doit leur offrir un Internet haut débit 3G. Donc vous voyez que c'est important. Il faudrait que le numérique soit au service de tout le monde. Suivant les recommandations formulées au cours de l'atelier de Lomé, il revient à chaque État membre d'organiser une large consultation des acteurs au niveau national. Certains États membres ont organisé déjà leur consultation nationale. C'est le tour du Bénin de se conformer à ces recommandations. Le présent atelier de consultation nationale se tient après ceux du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il est organisé sur recommandation des pays membres de l'UEMOA et a pour objectif de recueillir les contributions de toutes les parties intéressées et de transmettre à la Commission le rapport de l'atelier présentant les amendements et les observations du Bénin. Après son accréditation au statut A de la Commission béninoise des droits de l'homme, a rencontré les médias et les organisations de la société civile. Il était question de présenter les 40 mois d'action de la Commission et d'échanger avec les hommes des médias sur les droits de l'homme et l'état de lieu au Bénin. Reportage avec Romaric Doussa. La Commission béninoise des droits de l'homme vient de décrocher l'accréditation A de l'Alliance mondiale. Elle intègre ainsi le cercle des institutions nationales des droits de l'homme au plan mondial. Il lui fallut 20 ans pour atteindre cet objectif et nous l'avons fait en 40 mois. Je voudrais reconnaître que le gouvernement du Bénin a joué un rôle important dans ce processus, en faisant preuve de l'audace de l'espoir, placé en des hommes qu'il n'a pas choisis, mais qu'il a nommés. Des hommes qui ont prêté serment de faire leur travail en toute indépendance. La récente accréditation de la Commission béninoise des droits de l'homme au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme a été l'occasion pour le président de la Commission et ses pairs de tenir une rencontre d'échange avec les médias et les partenaires techniques et financiers afin d'éclairer l'opinion sur le parcours de la Commission et présenter les implications et perspectives de cette accréditation. Je pense que c'est ensemble
que nous allons relever le défi de la pérennité. Et félicitations déjà à la commission parce que je sais que derrière c'est beaucoup de travail. Du coup, c'est vraiment réussi à pérenniser tout ce qui est fait déjà et que cela se traduise également beaucoup plus en termes de respect des droits des citoyens béninois et béninoises tout simplement. Le président de la Commission béninoise des droits de l'homme s'est également félicité des progrès réalisés depuis l'installation de la Commission en janvier 2019, tout en remerciant l'Union européenne pour son soutien. Pour rappel, l'Union européenne accompagne l'opérationnalisation de la Commission béninoise des droits de l'homme par le biais d'une subvention visant au renforcement des capacités de la Commission et à la création d'une chambre de concertation avec les organisations de la société civile. Et parlons à présent du Hadj 2022. Il ne suffit plus d'en avoir les moyens pour aller sur la Tessinte pour figurer parmi les 3000 candidats. Il faut compter avec les quotas fixés par l'Arabie Saoudite, mais aussi avec le contrôle strict du gouvernement du Bénin. Au ministère des Affaires étrangères, les acteurs ont échangé sur le sujet. Suivons ici le reportage. L'Arabie Saoudite n'accepte plus les passeports qui ne sont pas biométriques. L'autre chose qui est importante maintenant, c'est la visite médicale. Les pèlerins sont tenus de se faire vacciner obligatoirement contre la Covid-19, la méningite, la méningocoque, la poliomyélite et la fièvre jaune. Et le président souhaite que, en ce qui concerne notre pays, que nous puissions en faire plutôt une norme pour être sûr qu'on n'a pas de risque. C'est le vaccin contre la grippe saisonnière. Ce qui a été convenu, c'est que nous ayons une limite de 10 pèlerins par tente à Mina et à Arafat et de 4 pèlerins par chambre. Je crois que plusieurs personnes ont témoigné que par rapport à certains pays, certains de nos anciens opérateurs mettaient les gens dans des conditions qu'on ne pouvait pas accepter. Donc, le président, il ne veut plus ça. Il n'a pas pris seulement les témoignages des gens du Bénin. Il a eu aussi des témoignages des gens d'autres pays qui ont vu les nôtres. Il incombe à l'État la responsabilité d'assurer la protection de ses citoyens à l'étranger. Une responsabilité qui est encore plus particulière dans le contexte du pèlerinage à la Mecque, qui est un événement de haute portée internationale. Donc l'image du pays y est engagée, mais c'est aussi un événement dans lequel des personnes très vulnérables s'engagent. L'organisation du Hadj n'est nullement une sinécure. Mais j'avoue que l'État a réellement pris le taureau par les cornes. J'ai souvenance donc que quand j'étais au commissaire au pèlerinage, que c'était très difficile. Très difficile. Mais je suis très heureux de constater qu'il y a du mieux. Ce qui me réjouit, c'est l'organisation et l'implication plus positive de l'État. On avait un quota de 4600 et c'est sur cette base qu'on avait fixé 200 par société. Aujourd'hui, on a un quota de 2083 et on maintient les 200 par société. C'est des problèmes. C'est des problèmes parce que le nombre n'est plus beaucoup. On a 27 sociétés et 2000 et quelques pour partager avec cette société, vous savez, c'est dangereux. Moi, mon seul problème, qu'on veille à ce que les Béninois voyagent en priorité. Parce que beaucoup ont déjà engagé des étrangers et moi j'ai peur. J'ai peur qu'on ne laisse sur le carreau les Béninois. Le chef de l'État fait réforme pour que les Béninois partent beaucoup. Nos sociétés n'ont qu'à laisser leur intérêt personnel pour aller à l'intérêt général. On vous dit, vous parlez, vous perdez notre temps pour descendre. Si tu n'en as pas 200, l'autre a 100, toi tu as 100. Mettez-vous à ça. Et l'année prochaine, si on a augmenté les quotas, vous travaillez. En tout état de cause, la lutte continue. Et en interactualité à présent, démarrant par le Burkina Faso, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est rendu dimanche sur le lieu d'une attaque de djihadistes présumés contre les militaires dans le nord du pays, au cours de laquelle 5 d'entre eux ont été tués. Il a réitéré son appel aux combattants qui le désirent à déposer les armes et dialoguer avec le pouvoir. C'est ici, à Bourzanga, dans le nord du Burkina Faso, qu'a eu lieu samedi l'attaque contre des militaires. Selon un bilan fourni par l'état-major des armées, une trentaine de terroristes auraient été abattus et 5 soldats burkinabés auraient perdu la vie.
C'est pour leur rendre hommage et pour encourager ces troupes que le président du pays, le lieutenant Paul-Henri Damiba, s'est rendu sur place. Nous tendrons la main à ceux-là qui veulent abandonner le combat, mais nous sévirons contre ceux-là qui veulent perdurer dans la violence, contre les forces de défense et de sécurité, contre les populations civiles et contre les auxiliaires de la défense. Paul-Henri Damiba a fait de la question sécuritaire sa priorité, mais depuis quelques semaines, il fait face à une recrudescence d'attaques djihadistes qui ont fait près de 200 morts, civils et militaires. Le message que j'ai d'abord, c'est prier pour le repos des hommes que j'ai perdus, les 5 que j'ai perdus lors de l'attaque, et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Et le message pour mes hommes qui sont là, je leur dis simplement de continuer sur la même lancée. Le nord et l'est du Burkina Faso sont la cible d'attaques djihadistes depuis 2015 qui ont fait plus de 2000 morts et déplacé plus de 1,8 million de personnes. L'Allemagne est en discussion intensive avec le Sénégal pour participer à des projets autour des ressources en gaz du pays ouest-africain qui est lui-même prêt à alimenter l'Europe, on dit dimanche le chancelier allemand Olaf Scholz et le président Macky Sall. Ils s'exprimaient lors d'une conférence de presse conjointe à Dakar avec la guerre en Ukraine en toile de fond et son impact sur les approvisionnements en énergie, en particulier pour l'Allemagne fortement dépendant du gaz russe. Reportage. Le chancelier allemand était à Dakar au Sénégal dimanche, première étape de sa mini-tournée africaine. Olaf Scholz s'est entretenu avec le président sénégalais. Au menu de la rencontre, l'actualité faisant foi, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Macky Sall, qui assure la présidence de l'Union africaine, a promis de se rendre à Moscou et à Kiev afin de porter la voix de l'Afrique, alors même que cette crise met le continent dans une position délicate. Pour l'Afrique, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas être alignés sur ce conflit. Très clairement, nous voulons la paix. Même si nous condamnons l'invasion, nous travaillons, pour qu'il y ait une désescalade, nous travaillons pour qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait un dialogue, puisque de toute façon, on finira par s'asseoir autour d'une table. L'approvisionnement de l'Europe en gaz par le continent a aussi été évoqué. Les Occidentaux cherchant notamment des pistes pour réduire leur dépendance au gaz russe. Nous sommes prêts, nous, Sénégal, en tout cas, à travailler dans une perspective d'alimenter le marché européen en GNL. Les conditions préalables, vous l'avez dit, il faut un accompagnement dans d'abord ce jugement en exploitation, dans notre prise de participation à des conditions meilleures que celles qui sont aujourd'hui données au Sénégal. Le Sénégal pourrait devenir à partir de l'année prochaine un important producteur de gaz naturel liquéfié. Le chancelier allemand a visité une centrale photovoltaïque financée par son pays, à Dias, à 40 km de Dakar. Le manque d'emploi au Sénégal est réel, les jeunes n'ont pas de travail. Si la mise en place de cette centrale solaire peut donner du travail à nos jeunes, tant mieux. Le Sénégal et l'Afrique du Sud ont été invités à participer au sommet du G7 prévu fin juin en Allemagne. À Kharkiv, à présent, nous sommes en Ukraine. Des détonations se font entendre régulièrement sans qu'on ne puisse savoir si ce sont des explosions provoquées par des démineurs ou des tirs d'artillerie. Selon donc les autorités ukrainiennes, près de la moitié du territoire ukrainien est contaminé par des engins explosifs. Selon eux, il faudra au moins 50 ans pour tout nettoyer du pays. Dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, les troupes russes ont été repoussées. Sur cette route abandonnée remplie de carcasses calcinées, une équipe de démineurs explore la zone tout juste libérée des forces russes. Bien que les bombardements continuent, certains habitants prennent le risque de revenir chez eux, mais la présence d'engins explosifs les inquiète. Des détonations se font entendre régulièrement sans qu'on puisse savoir si ce sont des explosions provoquées par des démineurs ou des tirs d'artillerie.
J'ai décidé de tenter ma chance en revenant ici et j'ai pu un peu ranger ma maison. Je suis revenu il y a 2 jours. Nous ne faisons plus vraiment attention au bruit des bombardements. Maintenant, quand on l'entend, on comprend de quoi il s'agit. Je suis même capable de reconnaître les obusiers de calibre 122 mm, de 152 mm et de 155 mm. De toute façon, maintenant, nous sommes un peu des psychologues, voire des psychiatres. La situation est tellement stressante pour les gens que certains ont besoin d'être calmés ou simplement d'être aidés. Beaucoup ont juste besoin d'avoir une personne à qui parler. Selon les autorités ukrainiennes, près de la moitié du pays est contaminé par des engins explosifs. Il faudrait au moins 50 ans pour tout nettoyer. Et puis en France, à présent, le nouveau ministre de la Solidarité, Damien Abad, conteste avec la plus grande force les accusations de violence sexuelle à son encontre. 2 femmes l'accusent de viol en 2010 et aussi en 2011. Imaginez ça. Les ennuis commencent pour le gouvernement français. À peine nommé, Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, est accusé de violences sexuelles. Selon le site d'information Mediapart, l'ex-président des députés Les Républicains a été nommé ministre en dépit d'un signalement pour des faits présumés de viol adressé à son parti et au parti présidentiel par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. Selon Mediapart, 2 femmes l'accusent de viol en 2010 et 2011. Le parquet de Paris a confirmé qu'une plainte avait bel et bien été déposée, puis classée sans suite. Damien Abad a aussitôt contesté les faits. Interrogée ce dimanche, la première ministre Elisabeth Borne dit avoir découvert samedi ces accusations. Si la justice est à nouveau saisie, dit-elle, elle assure qu'elle tirera toutes les conséquences de cette décision et d'ajouter qu'il ne pouvait y avoir aucune impunité concernant les violences sexuelles. Damien Abad n'est pas le seul membre du gouvernement français à faire l'objet de soupçons. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, fait l'objet d'une enquête pour prise illégale d'intérêt dans le cadre de ses activités passées à la tête du département de l'Eure. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, est lui mis en examen. Il est soupçonné d'avoir usé de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats. C'est une maladie rare qui existe en Afrique de l'Ouest. La variole du singe fait son apparition depuis le début du mois de mai en Italie, Espagne, Portugal, Suède et Canada et touche des hommes homosexuels. Plusieurs dizaines de cas suspects ont été confirmés. De variole du singe ont été donc détectés aussi en Europe et en Amérique du Nord. Reportage. Un premier cas de variole du singe détecté en Italie et en Suède ce jeudi. Cette maladie présente en Afrique de l'Ouest fait surface depuis début mai en Europe et en Amérique du Nord. L'OMS craint une propagation. La variole du singe est une maladie rare dont on guérit spontanément. Les cas les plus graves touchent les enfants. Le Portugal a confirmé qu'au cours de ce mois, il y a eu plus de 20 cas suspects d'infection par le virus de la variole du singe, tant dans la région de Lisbonne que dans d'autres régions, dont 5 ont déjà reçu un diagnostic positif. Enfin, le ministère espagnol de la Santé a envoyé une alerte aux communautés, car 8 patients ont été détectés à Madrid. Tous les cas ont été diagnostiqués chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Ce que nous constatons dans ces cas suspects, c'est qu'ils ont un élément commun et que ce sont des cas qui ont été signalés dans la région de Madrid. Ils n'ont pas voyagé dans des régions d'Afrique où ce virus circule habituellement. Et ils n'ont pas voyagé dans les pays qui ont émis les premiers cas, le Royaume-Uni et le Portugal. Les symptômes, de la fièvre, des douleurs musculaires, des ganglions enflés et des boutons sur les mains et le visage comme une varicelle. La souche repérée au Royaume-Uni a un taux de mortalité de 1%.
Mesdames et messieurs, voilà qui vient mettre un terme définitif à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de nous retrouver sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Speedline Télévision, YouTube, Speedline Télévision Bénin, également sur le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien.